Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons commencer notre première séance de cours de ce module comptabilité analytique de gestion que j'ai le plaisir d'animer pour vous. Alors, je me présente tout d'abord, Hamdali Boutara. Je suis ex-enseignant universitaire à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis pendant 33 ans. J'ai pris ma retraite anticipée en février 2018 et actuellement je suis consultant auprès de la compagnie des comptables de Tunisie. Voilà pour les présentations. Alors, nous allons entamer ce cours par un premier chapitre où nous allons introduire la comptabilité analytique et surtout le concept de coût. Donc, pour avoir une vision générale de cette matière ou de cette discipline ou de cette technique, si vous voulez. Donc, allons-y avec le premier chapitre, le chapitre 1, la comptabilité de gestion. La comptabilité analytique, parfois, elle est appelée comptabilité d'exploitation. Alors, voici la première question qu'on se pose. Quels sont les objectifs de la comptabilité analytique? À quoi ça peut servir de mettre en place une comptabilité analytique? Alors, la première des choses, c'est de permettre de fixer un prix pour la vente des produits ou pour l'offre des services. La comptabilité analytique va vous permettre de savoir quels sont les produits déficitaires, les produits rentables, d'évaluer les stocks, de tester l'efficience des différentes fonctions de l'entreprise. Comme autre objectif, déceler, découvrir s'il y a des pertes ou des gaspillages. Et enfin, le but de la comptabilité analytique, c'est d'aider les managers, les responsables à exercer convenablement leur mission et assumer leurs responsabilités, à savoir prendre les meilleures décisions possibles. Alors, il y a une question qui se pose, ou qui m'est posée fréquemment. Est-ce que la comptabilité financière, au général, ne permet-elle pas de calculer des coûts? La réponse est non. Pourquoi? La première des choses, c'est que la comptabilité générale est une comptabilité des flux externes. Elle ne peut enregistrer que les flux entre l'entreprise et les tiers. Alors que la comptabilité analytique, si on veut calculer des coûts, on doit déterminer quelles ont été les consommations des ressources, des différentes ressources matérielles, équipements, énergie, eau, salaire, etc., etc. Chose que la comptabilité générale financière ne peut pas fournir. La deuxième raison, c'est que la comptabilité générale est une comptabilité globale, alors que pour le calcul des coûts, nous avons besoin d'avoir des détails, tels que, par exemple, si on se pose la question quel est le coût salarial, quel est le coût salarial pour la production de tel ou tel produit, la seule chose que peut fournir la comptabilité financière, c'est le salaire qui est fourni à telle ou telle personne, à tel ou tel, si vous voulez, employé dans l'entreprise. Donc c'est pour cette raison que pour pouvoir déterminer des coûts, il nous faut une autre comptabilité, et donc la comptabilité analytique. À ce niveau-là, on va se poser les questions de savoir quelles sont les fonctions qu'aura à assurer la comptabilité analytique. Alors la première de ces fonctions, et cela tombe sur le sens, c'est le calcul des coûts et l'analyse de la rentabilité. La deuxième fonction, tout aussi importante, c'est une fonction d'analyse de l'activité et des conditions internes d'exploitation pour savoir si le fonctionnement est un fonctionnement normal ou bien s'il y a des problèmes au niveau de la fonctionnement de l'entreprise et de son exploitation.
qui impactent automatiquement les coûts de revient. Et donc, on s'apercevra qu'il y a une augmentation des coûts. Et donc, ça devient un signal de, si vous voulez, de l'existence de dysfonctionnement à l'intérieur de l'entreprise. Et nous avons une troisième fonction qui est une fonction de prévision, parce que, et on le verra plus tard, la comptabilité analytique nous permet de faire des prévisions, de faire des prévisions, donc de scruter l'avenir et donc de se projeter dans le futur, surtout pour évaluer les coûts et donc pour aider à la prise de décision. Alors, il y a des notions qu'il faudrait absolument connaître et maîtriser pour éviter toutes les confusions possibles. Alors, nous allons commencer tout d'abord par la notion de prix. Alors, lorsque on utilise le terme prix, ça a un sens bien déterminé, c'est la valeur monétaire d'une transaction. Alors, celle-ci peut être une transaction d'achat, et donc on parle de prix d'achat, non pas de coût d'achat, ou bien une vente, et là on parle de prix de vente. La deuxième notion, c'est la notion de charge. Alors, la notion de charge a la même si vous voulez, la même définition, la même consistance que en comptabilité générale financière que dans la comptabilité analytique. C'est tout ce qui appauvrit l'entreprise. Donc, lorsqu'on parle de charge d'achat, chaque fois qu'on a une charge d'achat, donc le résultat, c'est un appauvrissement de l'entreprise, donc une diminution de résultat. Donc, tout ce qui diminue le résultat de l'entreprise sera considéré dans l'une ou l'autre des comptabilités comme étant une charge. Et là, donc, il n'y a pas de distinction, si vous voulez, notable. Alors, notre notion, c'est la notion de coût. Alors là, nous arrivons au cœur du sujet. Alors, le coût, il est constitué par l'accumulation de charges. Donc, ce n'est pas une charge, c'est l'accumulation de charges. Mais une accumulation, pas dans l'absolu, une accumulation qui est relative, une accumulation de charges relative à un produit déterminé ou à un service. Alors, la notion de produit. Alors, lorsqu'on, dans le jargon de la comptabilité financière, le produit, ou un produit, ou un compte de produit, il enregistre tout ce qui a pour effet d'entraîner un enrichissement de l'entreprise. Autrement dit, d'augmenter son résultat. Par exemple, lorsqu'on parle de vente, le compte vente enregistre les ventes. Donc c'est un compte de produit. Reprise sur provision, c'est un compte de produit. Donc c'est un produit au niveau dans le jargon comptable. Sauf qu'en comptabilité analytique, le terme produit est beaucoup plus spécifique. Le produit, c'est ce que l'entreprise produit et vend. Ça peut être un bien physique ou bien un service. Là, on parle de produits. Lorsqu'on parle de produits bancaires, les produits bancaires ne sont pas des biens tangibles, mais c'est plutôt des services qui sont fournis, des crédits à court terme, des crédits à moyen terme, des couverts bancaires, etc., etc., etc. Alors, la notion de marge. Alors, là, il faut être très bien pointilleux sur cette notion-là. La marge, c'est une différence, c'est toujours une différence entre un prix de vente, ou un chiffre d'affaires, et un coût. Parce qu'il faudrait maintenant s'habituer à, si vous voulez, à accepter qu'il n'y a pas un coût, mais des coûts, différents types de coûts.
Alors, par exemple, lorsque on dit marge sur coût d'achat, c'est le chiffre d'affaires moins le coût d'achat. Et puis vous avez, bien entendu, le résultat. Alors le résultat, c'est la différence entre un prix de vente et le chiffre d'affaires et le coût de revient. Donc c'est une marge particulière. Le résultat, c'est une marge particulière. C'est la différence entre un prix de vente au chiffre d'affaires et le coût de revient. Et bien entendu, lorsque on parle d'un résultat sur un produit ou famille de produits ou sur une commande, là, on parle de résultats analytiques. Alors, on passe à autre chose en parlant de coûts. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Comment on reconnaît un coût? Qu'est-ce qui qualifie un coût? Alors, tout d'abord, il y a le champ d'application ou ce qu'on appelle les objets de calcul des coûts. Ça veut dire qu'on répond à la question, on va calculer le coût de quoi? Et là, il y a une large palette d'objets de calcul de coûts. On peut calculer le coût des fonctions économiques, combien coûte l'administration, combien coûte la production, combien coûte la vente. On peut avoir comme objet de calcul de coûts les moyens d'exploitation pour une compagnie aérienne. Ça peut être quel est le coût de tel ou tel type d'avion. Un Airbus 320, c'est pas un Boeing 747, donc les coûts peuvent différer selon son moyen d'exploitation. Ça peut être aussi des activités d'exploitation. Ça peut être aussi des responsabilités, combien me coûte le directeur de production, le directeur commercial, etc. etc. Deuxième caractéristique, le contenu. Alors, par contenu, en fin de compte, c'est comme si on essayait de répondre à la question comment calculer le coût de l'objet de calcul de coût qui a été retenu. Alors, il y a deux possibilités, au minimum. Soit calculer des coûts complets comptables ou des coûts complets économiques, ou bien des coûts partiels, coûts directs ou bien coûts variables. Et enfin, le dernier, la dernière caractéristique ou le dernier axe qui définit un coût, c'est le moment de calcul en répondant à la question comment calculer le coût de l'objet de calcul de coût retenu. Alors, ça peut être un coût prévu, c'est-à-dire un coût qui est calculé avant même d'avoir exercé l'activité, ou bien un coût constaté, c'est ce qu'on appelle le coût réel, autrement dit, c'est le coût qui a été établi après avoir exercé l'activité à la fin d'une période déterminée. Alors là, nous allons voir un tout petit peu un résumé des différents types de coûts qu'on va ou qu'on peut calculer. Alors, les coûts qui sont calculés après une période donnée. Et donc là, nous parlons des coûts réels ou des coûts constatés. Donc, si on opte pour les coûts complets, alors, on peut calculer les coûts complets traditionnels ou les coûts complets comptables. Autrement dit, on puise dans la comptabilité financière sans ajustement, sans ajout, sans modification, sans faire quoi que ce soit. Il y a une autre possibilité, c'est de calculer les coûts complets économiques. Et là, nous allons apporter des modifications. On va ajouter, on va retrancher, on va modifier. Et cette façon de calculer les coûts nous permet d'avoir une vision économique beaucoup plus pertinente
que celle des coûts complets traditionnels. Ces transformations de la formation comptable feront l'objet donc d'un chapitre particulier, un chapitre du traitement des charges et des produits de la comptabilité financière, qui est le chapitre 2. Alors, si nous optons pour les coûts partiels, donc nous avons deux voies possibles. La première voie, c'est le calcul des coûts variables. Alors, les coûts variables, alors c'est très simple. On ne prend en compte que les seules charges variables, les charges fixes seront exclues du champ de calcul. Et il y a une autre possibilité, c'est de calculer les coûts directs. Or, les coûts directs, ce sont l'ensemble des charges, qu'elles soient variables ou fixes, mais qui sont relatives, qui sont propres, qui sont spécifiques, qu'on peut rattacher à un produit déterminé ou à un service donné. Bien entendu, à part ces coûts qui sont calculés à partir des données comptables, nous avons d'autres coûts que nous appelons les coûts extra-comptables. Alors, il y a pas mal d'autres coûts extra-comptables. Les coûts, je vais citer deux coûts parmi ces coûts extra-comptables, le coût marginal et le coût d'opportunité, mais il n'y a pas uniquement cela. On peut parler du coût de coût de non-qualité, c'est un coût extra-comptable. On peut aussi parler du target cost en anglais. Sa traduction nous donne le coût cible, qui est un coût aussi extra-comptable. Mais nous allons nous focaliser sur ces deux types de coûts extra-comptables. Alors d'abord, le coût marginal qui est un coût très prisé par les économistes. Sa définition était simple, c'est la différence entre l'ensemble des charges courantes nécessaires à une production donnée, et l'ensemble de ces charges-là qu'on doit supporter si on veut majorer ou minorer cette production d'une unité. Donc, la définition la plus succincte, c'est le coût de la dernière unité produite. Alors, pour nous familiariser un petit peu avec ce coût-là, voici un exemple. Alors, cet exemple-là, on nous dit pour une capacité de production de 1000 unités par mois, les coûts enregistrés sont deux types de coûts. Le coût variable total qui est de 100 000. Alors, le coût variable, c'est le coût qui varie, qui change en fonction du niveau, au niveau du niveau d'activité. Alors que le coût fixe, c'est un coût qui est indépendant de la variation de l'activité. Donc, c'est un coût qu'on supporte quel que soit le niveau de l'activité. Donc, un coût variable de 100 000, un coût fixe total de 250 000. Et à l'intérieur de cette capacité de production, le prix unitaire de vente est de 390 dinars. Alors voilà comment se pose le problème. On a une commande supplémentaire où on propose une commande supplémentaire de 500 unités. Donc au-delà des 1000 unités qui constituent la limite de notre capacité. Donc, si on accepte cette commande de 500 unités, voilà ce qui va se passer. Donc, les charges variables unitaires sont de 100 dinars, mais il y a un équipement supplémentaire de 150 000 dinars. Alors, la question, ou les questions auxquelles nous allons répondre sont les suivantes. Quel est le coût unitaire moyen dans la limite de la capacité? C'est-à-dire, pour 1000 unités, quel est le coût unitaire moyen? Ensuite, quel est le coût de revient de cette commande, si jamais on l'accepte? Et la dernière question, est-ce qu'il est rentable d'appliquer le même prix unitaire pour cette commande? Voyons comment nous allons résoudre cette question. Alors, tout d'abord,
le coût moyen. Alors, le coût moyen, c'est simple. Pour la pleine capacité, nous avons les charges variables et les charges fixes sur 1000, ce qui nous donne 350 dinars par unité. Bien. Si on accepte cette commande, qu'est-ce que nous allons supporter? Eh bien, tout d'abord, le coût variable de cette commande, donc c'est 100, 500, plus la charge fixe entraînée par l'équipement supplémentaire qui est de 150 000, ce qui nous amène à 200 000 dinars. Le coût unitaire est de 400 dinars, donc 200 000 sur 500, 400 dinars. Alors, vous remarquez que le coût marginal dépasse le coût moyen et l'application du prix de vente, le même prix de vente, n'est pas rentable puisqu'il est inférieur au coût marginal de la commande, de cette commande-là. Voilà donc pour le coût marginal. Alors, le deuxième coût, le coût d'opportunité. Bien. Alors, c'est quoi ce coût d'opportunité? On peut le définir comme étant le manque à gagner, ce qu'on n'a pas pu avoir lorsqu'on a choisi une alternative parmi plusieurs. Quand il s'avère que ce que nous avons choisi n'a pas été la meilleure alternative. Ça, c'est, si vous voulez, la définition du coût d'opportunité. Pratiquement, comment nous allons établir le coût d'opportunité? Ben, c'est la différence entre le résultat engendré par la meilleure décision et le résultat de l'alternative qui a été choisie. Alors, on va appliquer un exemple. Par exemple, voir comment on va obtenir, comment nous allons calculer ce coût d'opportunité. Alors, voici les données. Alors, les données sont les suivantes. Début janvier 2022, le directeur financier dispose d'une trésorerie positive et excédentaire, donc disponible de 200 000 dinars. Alors, deux possibilités sont offertes, donc pour simplifier. Alors, il aura à choisir entre ces deux alternatives. Alors, la première, acheter 1000 actions au nominal de 20 dinars. Donc, chaque action a un nominal de 20 dinars, ce qui nous amène à 200 000 dinars. Mais au moment de l'achat, on ne connaît pas le rendement de l'action, combien elle va rapporter. Donc, si jamais il opte pour cette alternative, il ne va pas spéculer, autrement dit, il ne va pas la revendre lorsque le cours de l'action augmente, mais il va attendre la fin de l'année pour disposer des dividendes. La deuxième alternative, là, aucun risque possible, il va laisser ce montant dans un compte d'épargne au taux net d'impôt de 6%. Voici les deux alternatives parmi lesquelles il va faire un choix. Et il va faire son choix. Il a choisi de laisser ce montant dans un compte d'épargne au taux net de 6%. Il ne veut pas courir de risque. Il veut un résultat, si vous voulez, sûr. Alors, la question est la suivante. Lorsqu'on connaît le rendement de l'action, fin décembre 2022, le rendement net de l'action est maintenant connu. Il est de 1,5 milliard. Donc, chaque action permet de disposer d'un dividende net d'impôt de 1,5 dinar. Au même moment, les intérêts créditeurs
obtenu une somme de 12 000 dinars. La question est la suivante. Ce choix va-t-il entraîner un coût d'opportunité? Et si oui, de combien? Alors, comment nous allons procéder? Tout d'abord, le rendement des actions, si jamais il a choisi cette alternative, ça aurait été de 15 000 dinars. Bien. Or, il a reçu, l'entreprise a perçu 12 000 dinars. C'est un enrichissement comptablement. Comptablement, l'entreprise s'est enrichie de 12 000. Dans les registres comptables, dans le code produit financier, il y a une augmentation de 12 000. D'accord? Sauf que ces 12 000 dinars, ce résultat obtenu est inférieur au résultat qui aurait pu être obtenu si jamais il a choisi d'acheter des actions. Alors, quel est le coût d'opportunité? Autrement dit, qu'est-ce qu'il a manqué de gagner? C'est simple. Le coût d'opportunité est de 15 000 moins 12 000, de 3 000. Voilà, comme ça nous sommes arrivés à la fin de cette présentation du premier chapitre sur une présentation sommaire en quelque sorte de la comptabilité théorétique et surtout du concept de coût qui va être, si vous voulez, le point crucial du développement de ce cours. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir de sitôt.